Le garçon a trouvé une valise flottant sur la rivière. Ce qu'il y avait à l'intérieur l'a choqué. « Bonjour à tous. Profitez de ces moments de détente pendant que vous regardez. » Un après-midi d'été flamboyant s'abattait sur les eaux du fleuve Mississippi comme des rubans de feu. La chaleur suffocante pesait directement sur le cœur des gens, rendant la ville déjà morose encore plus étouffante. Ethan, un garçon de 15 ans dans un t-shirt trempé de sueur, marchait seul le long du chemin de terre au bord de la rivière, où les racines d'arbres centenaires s'étendaient jusqu'au bord de l'eau. Il n'aimait pas être à la maison. Sa mère travaillait de nuit à la pharmacie et rentrait complètement épuisée. L'appartement du rez-de-chaussée sentait toujours l'eau de Javel, avec le bruit constant de la télévision du voisin de gauche, Monsieur Samuel, un veuf qui criait plus après son chat qu'après les gens. Ethan errait souvent seul au bord de la rivière, ramassant des cailloux ou simplement assis là à regarder l'eau. Aujourd'hui, il a vu quelque chose de différent entre les racines. Quelque chose flottait juste sous la surface. Ce n'était ni une bûche, ni une bouteille. Il s'approcha, la paume moite, une valise d'un brun terne, sa garniture métallique rouillée, presque cachée sous les racines et les débris sales. Ethan se mordit la lèvre et la tira, chaque traction envoyant des éclaboussures sur la rive boueuse. « Mon Dieu !» souffla-t-il alors que la lourde valise tombait lourdement sur la berge. La fermeture à glissière était rouillée mais pas complètement scellée. Il sortit son briquet, celui que sa mère lui avait interdit mais qu'il gardait toujours caché, et alluma le bout d'un bâton pointu pour l'utiliser comme levier. Qu'y a-t-il à l'intérieur? De l'argent, des livres ou juste des ordures? Se demanda-t-il à voix haute en tirant sur la fermeture éclair. Une puanteur écœurante s'en échappa immédiatement. L'odeur de la mort. Son cœur battait la chamade. Ses mains tremblaient. À l'intérieur se trouvait un sac en plastique noir solidement noué. Il n'a pas retiré sa main. Quelque chose le poussa comme en transe à l'ouvrir. Le sac s'est déchiré. Ce qu'il vit fit tomber Ethan en arrière et le fit vomir violemment. Une main humaine, violette et boursouflée, le poignet grossièrement sectionné, des tendons et du sang encore maculés sur le plastique. Et le pire, une bague en argent encore portée à l'annulaire. Ethan se précipita chez lui, sprintant follement à travers les ruelles, dépassant les escaliers surpris des citadins. Quand il atteignit l'appartement, il courut directement dans la salle de bain et se frotta les mains jusqu'au sang. « Qu'as-tu dit » Sa mère, Hélène, le regarda avec un mélange de choc et d'inquiétude. « J'ai trouvé une valise. À l'intérieur, il y avait une main humaine. Une vraie main. Maman. Il y avait aussi une bague en argent. » La voix d'Ethan tremblait alors qu'il se tenait la tête, le visage pâle. « Arrête ça. » Sa mère a élevé la voix. « Tu as encore regardé des films d'horreur, n'est-ce pas? Combien de fois t'ai-je dit de ne pas regarder ces cochonneries la nuit? »« Non, maman. S'il te plaît, crois-moi, » cria-t-il. « Je jure que ça sentait horriblement mauvais. Comme un cadavre. »« Hélène, est-ce que le gamin invente encore des choses ?» La voix de M. Samuel traversa le mur, suivi du bruit sourd de sa canne. La dernière fois, il a dit qu'il y avait un fantôme sous son lit. « Je n'invente rien, » hurla Ethan. « Maman, s'il te plaît, crois-moi juste une fois. » Hélène pinça les lèvres en regardant son fils, orphelin de père depuis l'âge de 7 ans. Il avait traversé une longue dépression, et maintenant il parlait d'une main dans une valise. « Si tu y penses encore demain, » dit-elle doucement. « Je t'emmène chez un psychologue. » Ethan se détourna, les yeux furieux. Personne ne le croyait. Personne. Le lendemain matin, Ethan se réveilla tôt. Il retourna sur la rive où se trouvait la valise, mais maintenant ce n'était plus qu'un terrain vague, plein d'empreintes de pas. La valise avait disparu. Plus rien. Pas possible, murmura-t-il. Il est impossible qu'elle ait tout simplement disparu. Il s'accroupit, inspectant les racines, creusant autour. Il chercha une trace. Du sang, n'importe quoi. Rien. Comme si rien n'avait jamais été là. Un moteur de moto brisa le silence. Une silhouette familière apparut. Monsieur John, le vieux voisin qui habitait 2 portes plus loin, promenant son chien. « Bonjour, Ethan. Que fais-tu au bord de la rivière si tôt ?» demanda-t-il gentiment. Ethan leva les yeux, tremblant. « J'ai vu une valise hier. Il y avait une main humaine dedans. Je le jure, Monsieur John. » Monsieur John fronça les sourcils, penchant la tête.
Une main humaine dans une valise. Ici, tu es sûr? Il y avait aussi une bague en argent, exactement comme celle que vous portez. Ethan a pointé du doigt. Monsieur John se figea. Une lueur de quelque chose traversa ses yeux, mais seulement pour un instant. Puis il gloussa, ébouriffant les cheveux du garçon. Tu as une imagination débordante. Cette ville est trop ennuyeuse pour le crime. Les seules choses effrayantes ici sont les chats de Monsieur Samuel. Cet après-midi-là, Ethan décida d'aller au poste de police. Il se tenait au bureau d'accueil, agrippant l'ourlet de sa chemise. L'officier Harris, un homme chauve et en surpoids, haussa les sourcils. « Qu'est-ce qui t'amène ici, Ethan? Ta mère t'a demandé de venir? »« Non, je veux signaler quelque chose. »« Quoi? Tu as perdu ton vélo? »« Non, j'ai trouvé une valise au bord de la rivière. Il y avait une main humaine à l'intérieur. » La pièce devint silencieuse. Puis Harry s'éclata de rire. Un rire bruyant et chaleureux. Une main humaine dans une valise. « Gamin, tu écris un roman policier ?» Ethan serra les poings. « Je dis la vérité. » Ça sentait horriblement mauvais. La main avait une bague en argent. J'ai été malade tout l'après-midi. Un autre officier, plus jeune, s'approcha en tenant une tasse de café. « N'est-ce pas le même gamin qui a posté avoir vu des fantômes au cimetière ?» demanda-t-il à voix basse. « C'est lui. » Harris hocha la tête. « Les enfants de nos jours, mec. » Le jeune flic secoua la tête. Ethan tremblait. « Je ne mens pas. Si vous y allez, vous verrez des empreintes de pas, de la boue. » Harris mit les mains sur ses hanches. « Rentre chez toi. Et laisse-moi te donner un conseil. Si tu continues à inventer des choses, tu finiras en détention pour mineur. La police ne joue pas. » Il resta là longtemps comme une statue, puis se retourna et sortit. Dehors, le soleil brillait toujours, mais à l'intérieur d'Ethan, une tempête se levait. Il ne savait pas qu'au même moment, un camion sans plaque d'immatriculation passait lentement devant la berge. À l'arrière du camion se trouvait une valise rouillée recouverte d'une bâche noire, et au volant, un homme en chemise blanche, portant une bague en or, souriant. Ce soir-là, Ethan a dîné sans rien goûter. Il gardait la tête baissée sur une assiette de nourriture froide, trop effrayé pour parler. Sa mère, Hélène, n'a rien dit non plus. Ils vivaient comme deux ombres piégées, dans un silence étrange et lourd. La télévision dans le salon diffusait les informations locales. Le présentateur lisait sans heurts. La ville de Riverbend vient d'approuver un projet de réaménagement des berges, financé par Ryan Construction Companies. Les travaux devraient commencer le mois prochain, créant 60 emplois pour les résidents locaux. Des logements sur la berge, murmura Ethan en levant les yeux. Pourquoi gâcher la rivière? C'est le seul endroit naturel qui reste dans cette ville ennuyeuse, Hélène. La voix de Monsieur Samuel retentit à travers le mur. Éteignez la télévision. C'est l'heure de la sieste de mon chat. Hélène soupira et l'éteignit. Ethan se leva sur le point de dire quelque chose, mais s'arrêta. Il savait que c'était inutile. Le lendemain, à l'école, tout semblait normal au début, jusqu'à ce que ses camarades de classe se mettent à chuchoter. « Hé, tu as entendu? Ethan a vu une main humaine dans une valise. Tu veux dire le garçon à la main? Ha! La valise hantée. » Une fille nommée Claire a fait semblant de crier quand Ethan est entré. « Oh non, où est la main? L'as-tu apportée avec toi, Ethan ?» Toute la classe a éclaté de rire. Ethan serra les dents, le visage brûlant. Il a claqué son bureau. La ferme. Wow, calme-toi. On a touché un point sensible. Un grand gamin nommé Marc a ricané. Où est-ce que la main était la tienne? Va te faire foutre. Ethan a crié. Ça suffit. La voix d'une fille a retenti. C'était Pamela, la seule camarade de classe qui lui ait jamais parlé gentiment. Ethan n'est pas un jouet avec lequel vous pouvez vous amuser. La pièce s'est calmée. Ethan a regardé Pamela sans voix. Mais son regard reconnaissant a disparu alors qu'elle sortait de la pièce et chuchotait « Je n'ai fait ça que pour qu'il n'aille pas trop loin. Mais Ethan, si tu as inventé ça, tu as vraiment besoin d'aide. » 2 jours plus tard, une mauvaise nouvelle est tombée. Monsieur John avait disparu. Son chien a été retrouvé dans la cour aboyant sans arrêt. Sa chaîne s'est cassée. Sa maison était fermée à clé de l'extérieur. Personne ne l'avait vu depuis mardi soir. Madame Emily, une vieille dame qui vivait de l'autre côté de la rue, a dit qu'elle avait vu un camion garé devant sa maison au crépuscule, mais qu'elle n'avait pas pu distinguer qui était à l'intérieur.
La police n'était pas inquiète. Ils ont dit que M. John était probablement allé rendre visite à sa famille parce que les personnes âgées ont tendance à agir de manière imprévisible. Ethan n'y croyait pas. Il s'assit sur son lit, les genoux ramenés contre sa poitrine, fixant le plafond. La main dans la valise, la bague en argent ressemblait exactement à celle de M. John. Il fouilla dans sa mémoire. Quelques jours auparavant, M. John avait dit avec colère à la mère d'Ethan alors qu'elle sortait les poubelles. « Ces salauds qui remblèrent la berge. C'est là que les enfants pêchent. C'est plein de souvenirs. Ryan n'est qu'un démon en costume d'homme d'affaires. Si j'avais des preuves, je les présenterais au comté. » Hélène avait simplement hoché la tête à l'époque, évitant tout commentaire. Ryan était l'homme le plus puissant de la ville. Ethan se souvenait de chaque mot. Ce jour-là, Ethan marchait derrière M. John alors que le vieil homme passait près du chantier de construction près de la rivière. Ryan, vêtu d'une chemise blanche et de lunettes de soleil sombre, se tenait parmi les ouvriers. Dès qu'il aperçut M. John, il s'approcha, son ton chargé de sous-entendus. « Eh bien, nous nous retrouvons, M. John. Toujours aussi têtu. Je ne suis contre personne. Je veux juste protéger ce qui appartient à cette ville, » a répondu M. John. Ryan a fait un mince sourire. « Tu es vieux. Il est temps de te reposer. Les enfants de nos jours n'ont pas besoin de rivière. Ils ont besoin de Wi-Fi et de centres commerciaux. » Ethan se tenait derrière un poteau électrique, le cœur battant. C'était la dernière fois qu'il voyait M. John. Cette nuit-là, Ethan n'a pas pu dormir. Il a regardé par la fenêtre. Le ciel était sans lune, sans étoiles. L'air était chaud et sec. Puis il a vu une silhouette juste devant sa fenêtre du rez-de-chaussée. Un homme grand en manteau noir, immobile, juste debout là, la tête légèrement inclinée comme s'il observait. Ethan retint son souffle. Son cœur avait l'impression d'être écrasé. Il recula, les mains tremblantes, et tira lentement le rideau. 1 minute, 2 minutes. La silhouette est restée. Au moment où Ethan allait appeler sa mère, la silhouette a disparu sans un bruit, sans pas. Seule la profonde obscurité creuse restait à l'extérieur. Le lendemain matin, sous la porte de sa chambre, il y avait un morceau de papier. Du papier blanc avec des lettres manuscrites déchiquetées. « Reste en dehors de ça si tu ne veux pas perdre ta mère. » Ethan s'est effondré sur sa chaise. Tout son corps est devenu froid. Qui savait? Qui l'observait? Qui avait été assez proche pour glisser cette note sous sa porte sans être remarqué? Il a caché la note dans un cahier et l'a fourrée sous son oreiller. Il n'a pas osé le dire à sa mère, non pas parce qu'il pensait qu'elle ne le croirait pas, mais parce qu'il avait peur qu'elle s'inquiète et qu'il pourrait vraiment la perdre. Cet après-midi-là, Ethan a traversé la rue étroite qui menait à l'épicerie du coin de Madame Laura. Alors qu'il passait devant l'atelier de réparation automobile de M. Daniel, le vieux mécanicien silencieux, M. Daniel l'a appelé. « Ethan !» Il a baissé la voix. « La nuit dernière, j'ai vu quelqu'un debout devant votre maison. Je n'ai rien dit, mais si quelque chose se passe, ne gardez pas tout pour vous. »« Je vais bien, » a répondu Ethan les yeux baissés. « Vous n'allez pas bien. Il y a quelque chose de pourri dans cette ville. Quand j'étais plus jeune, j'ai aussi pris la parole et j'ai perdu mon emploi du jour au lendemain. » Il a regardé autour de lui et a chuchoté « Fais attention à Ryan. Il n'épargne personne. » Cette nuit-là, Ethan a rêvé de la valise. Elle flottait sur la rivière, son couvercle s'ouvrant lentement, des mains humaines tendues, lui faisant signe de venir. Dans le rêve, il a vu sa mère, les cheveux en désordre, les mains coupées, la bouche pleine de sang, être tiré à l'intérieur de la valise, et il était figé, incapable de crier. Il se réveilla en sursaut, sa chemise trempée de sueur. Il faisait encore nuit, et dans sa main se trouvait la note de menace, même s'il l'avait cachée. Alors pourquoi? Il se précipita dans la chambre de sa mère et ouvrit la porte. Elle dormait encore, ronflant légèrement. Il s'assit au bord de son lit, silencieux. « Je dois faire quelque chose, pensa-t-il. Personne ne me croit. Mais je ne peux pas attendre que maman disparaisse comme Monsieur John. Je ne peux pas, Ryan. » Ce nom s'accrochait à l'esprit d'Ethan comme un fantôme pressé contre sa colonne vertébrale. Pas seulement à cause de la menace laissée sous sa fenêtre ou du regard froid de l'ombre cette nuit-là, mais parce qu'il s'est rendu compte que ce nom était partout dans cette ville, de la terre destinée à être nivelée au sourire poli que les gens lui faisaient chaque fois que son nom était mentionné,
Ethan a commencé à surveiller le chantier de construction de Ryan. Pas comme un vrai espion, il n'était qu'un enfant, 15 ans, portant un sweat à capuche et transportant un vieux téléphone avec un enregistreur vocal. Mais il avait quelque chose que la plupart des adultes n'avaient pas, l'entêtement de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Il s'est caché pendant des heures derrière les hautes herbes près de la clôture du chantier. Chaque fois que les ouvriers prenaient des pauses, buvaient de l'eau ou fumaient, il appuyait sur le bouton d'enregistrement de son téléphone. Il a écouté des bribes de conversation. Quand nous l'avons déposé, il n'a même pas eu la chance de crier. Le vieil homme a eu ce qu'il méritait. Ryan a dit qu'il fallait l'enterrer rapidement. Un midi torride, Ethan faillit s'évanouir d'épuisement. Il rampait près de la clôture quand soudain, une voix l'appela. « Hé gamin, qu'est-ce que tu fais ici ?» Il sursauta. Un homme grand avec des lunettes de soleil, portant une chemise noire et arborant un tatouage sur le bras, se tenait derrière lui. Ethan a essayé de courir, mais l'homme l'a attrapé par l'épaule. « Je t'ai déjà vu fouiner », grogna l'homme. « Tu veux finir comme le vieil homme John? Lâche-moi. » Ethan a lutté. « Je ne faisais que passer. Personne ne passe en se faufilant comme toi. » L'homme a sifflé. « Écoute bien. Ce n'est pas un terrain de jeu. Sors et ne reviens pas. » Il a poussé Ethan au sol, puis s'est éloigné, crachant de la salive teintée de sang à ses pieds. Ethan est resté là, égratigné, meurtri, mais serrant fermement son téléphone. Il enregistrait toujours. Cette nuit-là, il est rentré chez lui et a essayé de cacher ses blessures. Mais sa mère, Hélène, a tout de suite remarqué. « Oh mon Dieu, Ethan, que s'est-il passé? Qui t'a fait ça? »« Je vais bien, maman. » Il recula. « J'ai juste glissé. Je jure que tu as glissé. Et ton visage ressemble à ça. Ne me mens pas, Ethan. Où étais-tu? Qui a fait ça? » Il resta silencieux, puis lâcha. « Je suivais Ryan. » Hélène se figea. « Tu as fait quoi? »« Maman, tu dois me croire cette fois. » Ethan parla vite, le souffle court. Monsieur John n'a pas simplement disparu. Ryan était la dernière personne qu'il a vue. Et cette valise, la main à l'intérieur. Assez. Hélène lui a saisi les épaules. « Sais-tu même ce que tu dis? Tu accuses l'un des hommes les plus puissants de cette ville. Je vais perdre mon emploi, tu seras arrêté. Nous n'avons pas l'argent pour nous battre contre quelqu'un comme lui. Maman, si je ne fais rien, tu pourrais être la prochaine. » Ethan s'est étouffé. « S'il te plaît, ne le dis à personne. Ne va pas à la police. » Hélène se couvrit le visage. Ses épaules tremblaient. Au bout d'un moment, elle a chuchoté. « Alors qu'est-ce que tu comptes faire? Tu n'es qu'un enfant. J'ai des preuves. » Il a sorti une clé USB de sa poche. Des enregistrements, des vidéos, tout ce que j'ai entendu. Je le donnerai à quelqu'un de confiance. La personne qu'Ethan a choisie après de nombreuses nuits blanches était l'officier Robert, le policier qui était venu un jour à l'école pour parler de responsabilité civique. Il semblait gentil, il avait une fois aidé une vieille dame à retrouver son vélo volé. Ethan s'est dit qu'il n'était probablement pas lié à Ryan. Il a placé la clé USB dans une enveloppe avec une note. « S'il vous plaît, ne laissez pas cette vérité mourir avec moi. » Tôt le lendemain matin, il se tenait devant le poste de police en tremblant. Alors que Robert sortait de sa voiture, Ethan a couru vers lui. « Officier Robert, j'ai quelque chose. C'est vraiment important. Veuillez le garder en sécurité. » Robert le regarda, fronça légèrement les sourcils, puis hocha la tête et accepta l'enveloppe. Cette nuit-là, Ethan ouvrit son ordinateur pour vérifier sa copie de sauvegarde. Elle avait été supprimée. Plus étrange encore, le compte de messagerie qu'il utilisait pour envoyer une sauvegarde au journaliste Addison, un nom qu'il avait trouvé en ligne, avait été désactivé. Il a commencé à paniquer. Tard dans la nuit, après que sa mère se soit couchée, il est sorti sur le balcon pour sentir le vent. La brise était légère. Le lampadaire vacillait. Soudain, son téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. « Jolie clé USB, mais qui va croire un petit menteur comme toi ?» Il resta figé. Le lendemain, 2 policiers ont frappé à la porte. Ethan Walker a demandé l'un d'eux. « Oui, c'est moi, » a-t-il balbutié. « Vous devez venir avec nous au poste. » Sa mère s'est précipitée, alarmée. « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'Ethan a fait ?» Nous avons reçu un rapport selon lequel il répandait de fausses informations et troublait l'ordre public, a déclaré un officier catégoriquement. Si cela continue, il pourrait être placé en détention pour mineur. Non, ce n'est qu'un enfant,
a pleuré Hélène. Nous suivons le protocole. S'il vous plaît, n'interférez pas, a dit la voix froide. Tout l'immeuble a murmuré. Quelques vieilles dames ont jeté un coup d'œil derrière les rideaux, pointant du doigt et chuchotant. Ethan a été libéré après 1 heure d'interrogatoire. Aucune preuve solide, mais le mal était fait. La semaine suivante, sa mère, une femme gentille et résiliente, a été licenciée de la pharmacie. Ryan était la dernière personne qui l'a vue. Et cette valise, la main à l'intérieur. Assez. Hélène lui a saisi les épaules. « Sais-tu même ce que tu dis ? Tu accuses l'un des hommes les plus puissants de cette ville. Je vais perdre mon emploi. Tu seras arrêté. Nous n'avons pas l'argent pour nous battre contre quelqu'un comme lui. Maman, si je ne fais rien, tu pourrais être la prochaine. » Ethan s'est étouffé. « S'il te plaît, ne le dis à personne. Ne va pas à la police. » Hélène se couvrit le visage. Ses épaules tremblaient. Au bout d'un moment, elle a chuchoté. « Alors qu'est-ce que tu comptes faire ? Tu n'es qu'un enfant. » « J'ai des preuves. » Il a sorti une clé USB de sa poche, des enregistrements, des vidéos, tout ce que j'ai entendu. Je le donnerai à quelqu'un de confiance. La personne qu'Ethan a choisie après de nombreuses nuits blanches était l'officier Robert, le policier qui était venu un jour à l'école pour parler de responsabilité civique. Il semblait gentil, il avait une fois aidé une vieille dame à retrouver son vélo volé. Ethan s'est dit qu'il n'était probablement pas lié à Ryan. Il a placé la clé USB dans une enveloppe avec une note. « S'il vous plaît, ne laissez pas cette vérité mourir avec moi. » Tôt le lendemain matin, il se tenait devant le poste de police en tremblant. Alors que Robert sortait de sa voiture, Ethan a couru vers lui. « Officier Robert, j'ai quelque chose. C'est vraiment important. Veuillez le garder en sécurité. » Robert le regarda, fronça légèrement les sourcils, puis hocha la tête et accepta l'enveloppe. Cette nuit-là, Ethan ouvrit son ordinateur pour vérifier sa copie de sauvegarde. Elle avait été supprimée. Plus étrange encore, le compte de messagerie qu'il utilisait pour envoyer une sauvegarde au journaliste Addison, un nom qu'il avait trouvé en ligne, avait été désactivé. Il a commencé à paniquer. Tard dans la nuit, après que sa mère se soit couchée, il est sorti sur le balcon pour sentir le vent. La brise était légère, le lampadaire vacillait. Soudain, son téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu. « Jolie clé USB, mais qui va croire un petit menteur comme toi ?» Il resta figé. Le lendemain, 2 policiers ont frappé à la porte. Ethan Walker a demandé l'un d'eux. « Oui, c'est moi » a-t-il balbutié. « Vous devez venir avec nous au poste. » Sa mère s'est précipitée alarmée. « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'Ethan a fait ?» Nous avons reçu un rapport selon lequel il répandait de fausses informations et troublait l'ordre public, a déclaré un officier catégoriquement. Si cela continue, il pourrait être placé en détention pour mineur. Non, ce n'est qu'un enfant, a pleuré Hélène. Nous suivons le protocole. S'il vous plaît, n'interférez pas, a dit la voix froide. Tout l'immeuble a murmuré. Quelques vieilles dames ont jeté un coup d'œil derrière les rideaux, pointant du doigt et chuchotant. Ethan a été libéré après 1 heure d'interrogatoire. Aucune preuve solide, mais le mal était fait. La semaine suivante, sa mère, une femme gentille et résiliente, a été licenciée de la pharmacie. La raison invoquée dans la lettre de licenciement était le non-respect des normes éthiques professionnelles, portant atteinte à l'image publique de l'entreprise. Ethan a lu la lettre les mains tremblantes. « C'est ma faute. Hélène n'a rien dit. Elle est simplement allée dans sa chambre et a fermé la porte. » Cette nuit-là, Ethan l'a entendu pleurer. Un cri étranglé et étouffant, comme si quelqu'un lui serrait la gorge de l'intérieur. À partir de ce jour, plus personne dans l'immeuble ne lui a dit bonjour. Monsieur Samuel, l'homme qui avait l'habitude de se plaindre de son chat, claquait maintenant sa porte chaque fois qu'il voyait Ethan passer. Pamela, sa camarade de classe, évitait son regard. Marc et ses amis lui jetaient parfois des pierres à sa porte d'entrée, riant en s'enfuyant. Il était devenu un fantôme, un garçon rejeté. Une nuit, il s'assit près de la fenêtre, fixant le dernier message du numéro inconnu. « Garçon main, tu aurais dû te taire comme les autres. » Ethan a éteint son téléphone. Il a sorti la note de menace originale. Le papier était froissé et usé. Il l'a comparé avec le message. Même écriture, même froideur. La pluie a commencé à tomber. La première tempête de la saison a frappé le toit, a tambouriné contre les vitres,
et s'est mêlé au désespoir qui inondait le cœur d'Ethan. Il a fondu en larmes. Personne ne le croyait, personne ne l'aiderait. Il pensa à la main dans la valise. Il pensa à sa mère endormie avec ce regard chagrin sur son visage. Il pensa à la silhouette de cette nuit-là et à Ryan avec ce sourire sinistre et aux mots du chantier de construction. Tout est nettoyé. Personne ne trouvera rien. Ethan murmura « Je ne vous laisserai pas enterrer toute cette ville avec vos secrets. » Le vent de la rivière lui piqua le visage, alors qu'il suivait tranquillement le chemin de terre, vers le chantier de construction. Un croissant de lune paresseux était suspendu dans le ciel noir d'encre, n'offrant aucune lumière pour ses pas qui glissaient dans la boue imbibée de racines. L'horloge à son poignet clignotait. 2h41. Sa mère dormait profondément après 3 jours consécutifs de recherche d'emploi sans succès. Il ne fallait pas grand-chose pour savoir pourquoi. Ethan ne pouvait pas se résoudre à la réveiller, ni expliquer que cette fois, il ne pouvait tout simplement plus rester assis. Il avait besoin de preuves à tout prix. Ethan s'est dirigé vers les conteneurs à la lisière du site, des logements temporaires pour les travailleurs et les directeurs de chantier engagés par Ryan. Il savait qu'il n'y avait pas de caméra publique là-bas. Ryan était trop intelligent pour laisser des traces. Il a rampé sous la clôture de barbelés, se déchirant l'épaule au passage. Dans sa poche se trouvait un nouvel enregistreur vocal, son téléphone et un bout de carte qu'il avait dessiné de mémoire, marquant les points de livraison, les hangars abandonnés et un endroit suspect où M. John s'était disputé avec Ryan. Soudain, un faisceau de lampes de poche a balayé le sol. Ethan s'est aplati dans l'herbe, retenant son souffle. « Tu entends quelque chose ?» a demandé une voix profonde. « Pas sûr, j'ai cru entendre un bruissement près du tas d'ordures. » 2 hommes en uniforme de construction sont passés, l'un tenant un bâton, l'autre une lampe de poche. Ils ont hésité brièvement, puis ont continué leur chemin. Leurs pas se sont estompés. Ethan a attendu quelques minutes de plus, puis a continué à ramper. Chaque centimètre en avant lui donnait l'impression de se déchirer les entrailles. Pas seulement par peur d'être attrapé, mais parce que ce n'était plus un jeu de mystère pour adolescents. C'était la vie et la mort. Près d'un terrain affaissé, il a repéré une bâche noire drapée sur un cadre en bois. En dessous, il y avait une fosse peu profonde à moitié remplie. Quelque chose puait. Ethan s'est approché, les mains tremblantes. Il s'est accroupi et a lentement soulevé la bâche. Juste une pile de sacs de ciment mouillés, mais le sang séché sur le bord de la bâche était indubitable. Il a allumé l'enregistreur vocal et a chuchoté « 17 juin ». Arrière de l'entrepôt battu plusieurs signes suspects, sang séché sur du matériel jeté, odeur nauséabonde similaire à celle de la valise. Un clic sec a retenti derrière lui. Ethan s'est retourné. Un homme chauve avec une barbe, les yeux injectés de sang, se tenait là, tenant un tuyau en métal. « Fils de... » Pas le temps de courir. L'homme a balancé et a frappé l'épaule d'Ethan avec le tuyau. Ethan a crié, s'effondrant dans la boue, serrant toujours l'enregistreur. L'homme lui a donné un coup de pied violent dans le ventre. « Tu veux être la prochaine main, hein? Tu crois qu'on est une blague ?» Ethan s'est relevé en titubant, le sang coulant de son front, les dents serrées. « Tue-moi » a-t-il haleté. « Mais j'ai déjà tout sauvegardé, je l'ai envoyé. Si je disparais, toute la ville le saura. » L'homme se figea, plissant les yeux de suspicion. « Envoyé. Envoyé à qui ?» Ethan ne répondit pas. Il a juste rugi et a jeté l'enregistreur dans les buissons, puis s'est précipité vers la clôture. Des pas tonitruants derrière lui. Le cœur d'Ethan battait comme un tambour de guerre. Il a sauté par-dessus la clôture de barbelés, son talon effleurant un éclat d'acier barbelé, une profonde entaille. Il ne sentit rien. Des cris résonnèrent derrière lui. « Tu es mort, petit !» Mais Ethan avait déjà disparu dans le noir. Il lui a fallu près d'1 heure pour rentrer chez lui en titubant, trempé et brisé. Sa mère dormait encore, inconsciente de tout. Il s'est glissé dans sa chambre, a verrouillé la porte, a lavé ses blessures rapidement et a caché le nouvel enregistreur vocal sous le lit, sous le tiroir en bois où il gardait ses costumes d'enfance. Son bras lui faisait mal, sa jambe saignait, ses yeux étaient cernés, mais il était vivant. Le lendemain matin, Hélène a de nouveau remarqué sa chemise déchirée, son épaule meurtrie et sa démarche boitillante. « Ethan, je ne peux plus supporter ça. Ne dis rien, haleta-t-il. Si tu parles, si tu le signales, je jure que la prochaine fois, tu ne te réveilleras pas après avoir dormi. » Elle a fondu en larmes
et l'a embrassé. « Oh mon bébé, il te tue, me tue aussi. »« Non, » a chuchoté Ethan, « il ne gagne que si nous nous taisons. » Cette nuit-là, Ethan s'est faufilé au bureau de poste et a envoyé une copie de la clé USB transférée depuis l'enregistreur à une vieille adresse qu'il avait trouvée dans le magazine de sa mère. Paul Sanders, un journaliste indépendant qui avait autrefois enquêté sur la corruption au Missouri. Il ne savait pas si l'homme était toujours actif, mais il devait prendre le risque. Il a scotché une petite note à l'intérieur de l'enveloppe écrite au crayon. « Si vous croyez encore en la justice, s'il vous plaît, écoutez ce qu'il y a à l'intérieur. » Puis il a tranquillement quitté le bureau de poste, marchant seul sous la pluie fine, le cœur battant comme un marteau contre ses côtes. Le lendemain, il est allé à l'école, non pas pour assister aux cours, mais pour récupérer l'un des dépliants de propagande de Ryan sur le projet Riverbank. Il a déchiré un morceau et l'a fourré dans la poche de sa chemise comme s'il collectait des preuves pour une affaire qui n'avait pas encore été ouverte. Sur le chemin du retour, Pamela l'a appelé. « Ethan. » Il s'est arrêté. « J'ai entendu dire que tu avais de nouveau été attaqué. » Il s'est resté silencieux. « Tu ne peux pas faire ça tout seul, ils vont te tuer. »« Je n'ai pas le choix, » a répondu Ethan les yeux froids. « Tu me crois ?» Pamela a hésité, puis dit doucement « Je ne suis pas sûr, mais si tu as besoin de moi, je garderai ton secret. » Cette nuit-là, le téléphone d'Ethan a vibré avec un message d'un numéro inconnu. Dernier avertissement. Dis un mot de plus et tu disparaîtras comme John. En pièce jointe, une photo de sa mère sur le chemin du retour du marché. Ses mains sont devenues engourdies. Il a vomi dans la poubelle, puis s'est effondré sur le sol, recroquevillé comme un chaton noyé. Seul, un enfant au milieu de la nuit, entouré d'ombres de menaces, il a chuchoté entre ses dents serrées. « S'il vous plaît, quelqu'un, s'il vous plaît, croyez-moi. » Une semaine après avoir envoyé la clé USB à Paul Sanders, Ethan n'avait rien entendu. Pas de réponse, pas d'email, pas d'appel, rien. Il a commencé à s'inquiéter. Il s'est demandé « Et si elle ne lui parvenait pas? Et si elle était interceptée? Et s'il était déjà mort ?» Il n'a pas osé demander à sa mère. Hélène n'était plus la douce mère qu'elle était autrefois. Elle restait silencieuse, les yeux rouges, comme si elle se tenait à peine debout avant que la prochaine vague de mauvaises nouvelles ne l'écrase. Elle venait de commencer à travailler comme femme de chambre temporaire pour une famille riche à la périphérie de la ville, la maison du maire adjoint Steven. Un travail qu'elle a accepté sans option parce que l'argent était parti. L'espoir aussi. Ethan savait qu'il ne pouvait pas échouer à nouveau. Un après-midi, il s'est présenté au poste de police, l'air épuisé. Il a demandé à parler au lieutenant Alan Cooper, connu en ville comme étant neutre, non affilié à Ryan. Les gens chuchotèrent souvent « S'il reste quelqu'un d'honnête dans cet endroit, c'est Cooper ». Cooper était un homme dans la cinquantaine avec une expression froide, des cheveux gominés en arrière et des chemises impeccablement repassées. Il ne souriait pas, il ne serrait pas la main. Il a simplement hoché légèrement la tête quand Ethan a posé l'enveloppe sur son bureau. « Qu'y a-t-il dedans ?» a demandé Cooper sèchement. « Des preuves que M. John a été assassiné et que le chantier de construction de Ryan est utilisé pour se débarrasser des corps. » Ethan déglutit. Des enregistrements, des vidéos, des cartes dessinées à la main. « J'ai été suivi, battu, menacé. Si vous ne me croyez pas, il n'y a personne d'autre vers qui je puisse me tourner. » Cooper fronça les sourcils, jeta un coup d'œil à l'enveloppe. Il ne l'ouvrit pas. Il fixa Ethan pendant un long moment comme s'il scannait chaque cellule du cerveau du garçon. Puis il se leva et dit « Rentre chez toi. S'il y a quelque chose qui mérite d'être suivi, je te contacterai. » Cette nuit-là, Ethan ne put dormir. Il continua à fixer son téléphone, espérant un message, un appel, une réponse de Cooper, mais tout ce qu'il obtint fut le silence. À 4 heures du matin, il reçut un email envoyé d'une adresse anonyme. Cooper, comme un sujet, une erreur de faire confiance. Contenu, gamin, tu croyais vraiment que j'étais sur la touche, tu viens de signer ton propre arrêt de mort. Les doigts d'Ethan devinrent froids. Il se précipita pour vérifier son dossier de sauvegarde. Vide, la vieille clé USB cassée, fichier supprimé. Sa tête tournait. Il eut des hauts le cœur dans la poubelle, haletant pour reprendre son souffle, frappant le mur. Une fois de plus, il avait placé toute sa confiance dans un adulte et une fois de plus, il était trahi. Moins de 2 jours plus tard, 2 policiers se sont présentés à l'école
et ont sorti Ethan dans la cour devant tous les élèves. « Tu répands encore des mensonges », a dit l'un. « Tu es sur le point d'être mis sur la liste de surveillance des troubles juvéniles », a ajouté l'autre. « Une fois de plus, et tu vas en maison de correction. » Ils ont tous les deux grogné. Le directeur de l'école, M. Benjamin, ne l'a pas défendu, n'est pas intervenu. Il est simplement resté là, les bras croisés comme s'il admirait une sculpture sur le point d'être brisée. Aucun des camarades de classe d'Ethan n'a dit un mot. Personne n'a osé. Pamela se tenait derrière un pilier, les yeux rouges, mais ne s'est pas avancée. Claire a ricané et s'est détournée. Seul un garçon plus jeune a chuchoté « Il n'a rien fait de mal » et a été emmené par son ami juste après. Cet après-midi-là, Madame Helen a été convoquée au bureau du maire. Celui qui l'a accueillie était le maire adjoint Steven, l'homme pour qui elle travaillait comme femme de ménage. Il était assis derrière son bureau, les pieds sur une pile de papier, souriant narquoisement. « Madame Helen, je sais que vous êtes une bonne personne, mais votre fils, il ternit la réputation de cette ville. S'il vous plaît, j'ai déjà tellement perdu, » s'étrangla-t-elle. « Nous ne voulons pas aggraver les choses, mais si vous le laissez continuer à répandre ces fausses histoires, la presse, le gouvernement du comté, tout le monde va rejeter la faute sur une famille mal élevée. Et puis, j'ai peur que ce ne soit pas seulement votre travail. » Cet après-midi-là, le contrat de Madame Helen a été résilié. Aucune raison officielle. Juste un court appel, un signe de tête et quelques mots. « Nous n'aurons plus besoin de vous. » Elle est rentrée chez elle, s'est assise sur la chaise et a regardé Ethan comme s'il était un étranger. Elle n'a pas pleuré, n'a pas crié. Juste le silence comme une tempête qui ne pouvait pas tomber. Cette nuit-là, tout le quartier où vivait Ethan était silencieux. Aucune porte ne s'ouvrait, aucune voix ne se faisait entendre. Tout bruit était enseveli sous la poussière de la peur. Alors qu'Ethan entrait dans le couloir, une voisine âgée nommée Rosie soupira. « Tu aurais dû te taire comme les autres enfants. » Ethan ne répondit pas. Il se détourna, mais alors qu'il atteignait les escaliers, un bruit sourd retentit derrière lui. Quelqu'un avait jeté un sac poubelle dans son dos. Un homme cria « Fauteur de troubles, je ne te laisserai plus salir cet endroit !» Ethan se figea. Il ne se retourna pas. Il ramassa le sac poubelle, le jeta dans la poubelle et entra silencieusement dans l'obscurité. Le blog anonyme qu'il avait créé, celui où il avait stocké toutes ses preuves avant qu'elles ne soient supprimées, était maintenant inaccessible. Le site d'information indépendant où il avait envoyé son premier article via l'email de sa mère a répondu « Email bloqué par le système de sécurité interne. Expéditeur marqué comme source non fiable. » Il a pris son téléphone sur le point d'appeler Pamela. Pas de signal. Son compte téléphonique avait été désactivé. Le numéro suspendu en raison de violation des conditions de service. Tard dans la nuit, Ethan est rentré chez lui en titubant dans un silence suffocant. Sa mère était allongée sur le canapé. Les lumières étaient éteintes. La seule illumination provenait de la lampe du couloir qui filtrait à travers le rideau. « Maman » murmura Ethan. Pas de réponse. Il se précipita à ses côtés. Elle respirait encore, mais faiblement. Son corps tremblait. Les lèvres devenaient violettes. Il secoua son cœur. « Monsieur, maman. » Elle n'a pas ouvert les yeux. Il s'est effondré à genoux. « Que quelqu'un aide ma mère, s'il vous plaît. » Il a composé le numéro d'urgence. Son téléphone était verrouillé. Il a couru dehors en frappant à toutes les portes. Personne n'a répondu. Pas une seule. Il a couru dans la nuit pieds nus en criant « Aidez mon monsieur quelqu'un, s'il vous plaît. » Mais le seul son qui résonnait en retour était le battement de ses propres pas, solitaire et désespéré. L'hôpital a refusé d'admettre Madame Helen. Pas parce qu'ils étaient surchargés, mais parce que pas assez critique. C'est ce que l'infirmière de service a dit quand Ethan s'est précipité. Chemise tachée de sang, balbutiant s'il vous plaît. Ils l'ont regardé comme s'il n'était qu'un autre gamin sale qui causait des ennuis. Nous avons besoin de documents d'assurance pour fournir des soins. Il n'y a aucune trace d'Hélène sur la liste des cotisations de santé. Désolé, mais si elle se réveille, il vaut mieux la laisser se reposer à la maison. Ethan ne ressentait plus de colère, il n'avait même plus la force de crier. Il a simplement baissé la tête et a poussé un fauteuil roulant de location cabossé dans le couloir de l'hôpital, ramenant sa mère à leur appartement du rez-de-chaussée. Le lendemain matin, alors que sa mère était toujours inconsciente, Ethan a ouvert son ordinateur portable. Il ne pouvait pas accéder au blog. Tous les messages sur Monsieur John, la valise, Ryan,
Tout avait disparu du stockage en nuages qu'il utilisait. Pas seulement supprimé, remplacé par une ligne glaçante. 404. Le garçon n'existe pas. Il s'est connecté à son email. Mauvais mot de passe. Il a essayé de le réinitialiser. Échec. Il a tenté d'utiliser un compte de secours pour envoyer un nouvel article à un autre média indépendant. 3 minutes plus tard, l'email est revenu. Expéditeur définitivement sur liste noire pour diffusion de fausses informations. Il a attrapé son téléphone. Pas de signal. Retiré et réinséré la carte SIM. Toujours rien. L'écran affichait un message. Numéro de téléphone temporairement suspendu à la demande de l'opérateur. Il est resté immobile devant l'écran. Cet après-midi-là, quelqu'un a jeté une pierre à la fenêtre d'Ethan. Le verre s'est brisé violemment. Sa mère était toujours inconsciente. Il a couru à la porte en criant « Qui est-ce? S'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. » Aucune réponse. Sur le sol, parmi les éclats de verre, se trouvait une note froissée, maculée de sang de sa main, quand il l'a ramassée. Un message déchiqueté, écrit avec du sang frais. « La prochaine fois, ce ne sera pas une pierre. Ce sera le sang de votre mère. » Cette nuit-là, Ethan a verrouillé la porte et a empilé des chaises et des tables contre elle. Il n'a pas dormi. Il est simplement resté assis à côté de sa mère, lui tenant la main comme s'il s'accrochait à la seule chose qui lui restait dans son monde. Dehors, le vent hurlait comme les cris d'esprits agités. À 2h12 du matin, le téléphone fixe a sonné. Il s'est réveillé en sursaut. Sa mère n'a pas bougé. Il a décroché. « Allô ?» Une voix masculine rauque, comme si elle venait des profondeurs de la terre. « La prochaine main sera celle de votre mère. » Clic. Tonalité. Ethan resta figé. Le téléphone lui glissa des mains et heurta le carrelage. Il regarda sa mère, toujours inconsciente. Il s'est effondré sur le sol, les yeux vides. Ses épaules tremblaient, pas à cause du froid, mais parce que son esprit s'était fissuré comme la vitre brisée. À l'aube, un groupe d'étrangers est apparu à la porte. Ils portèrent des costumes et des lunettes de soleil, n'ont donné aucun nom, n'ont présenté aucune pièce d'identité. « Cette zone fait l'objet d'une évaluation de réaménagement urbain », a déclaré l'un d'eux. « Nous devons inspecter la structure du bâtiment. » Ethan a bloqué l'entrée. « Non, c'est notre maison. » Ils l'ont regardé pendant un long moment. « Attention, gamin. Certaines choses ne durent pas longtemps quand elles vont à contre-courant. » Il n'a pas bougé. Ils se sont éloignés, laissant derrière eux une mince feuille de papier. Avis d'inspection structurelle. Le non-respect peut entraîner une expulsion forcée. Cette nuit-là, Ethan a essayé de réécrire une partie de l'histoire, les mains tremblantes sur le vieux clavier. Il venait de taper la première ligne. « Je m'appelle Ethan Walker. Je connais le secret de Ryan. L'écran est devenu noir. Coupure de courant. Tout l'appartement a plongé dans l'obscurité. Sa mère a haleté. Il a attrapé une lampe de poche, a cherché ses médicaments. Elle murmura faiblement. « Ethan, va-t'en. Quitte cet endroit. » « Non, tu dois vivre. Je ne laisserai personne te toucher. Ils n'arrêteront pas. Ils sont trop forts, plus forts que nous le pensions. » Sa voix s'estompa. Il pressa son oreille contre sa poitrine, toujours un battement de cœur. Il la serra fort, les yeux grands ouverts, fixant l'obscurité qui enveloppait maintenant leur maison. Le lendemain matin, la ville continuait de fonctionner comme si de rien n'était. Les voitures passaient, les gens allaient au marché, et les haut-parleurs diffusaient de la propagande sur le développement durable de la région du fleuve Mississippi. Ethan était assis sur le toit de l'immeuble, serrant ses genoux, les yeux fixés sur la rivière au loin. De là-haut, la rivière ressemblait à un serpent sinueux. Mais dans son esprit, c'était l'endroit où tout avait commencé. Il fixa intensément cet endroit, l'endroit où il avait autrefois trouvé la valise, l'endroit où sa vie était devenue un enfer. Cet après-midi-là, Pamela est passée. Elle a frappé doucement. Ethan a ouvert la porte, les yeux cernés et sombres. « Tu vas bien ?»« Je vais bien », a-t-il répondu en évitant son regard. « J'ai entendu. Ta mère ne va toujours pas bien. C'est bon. On quitte la ville. » Pamela était stupéfaite. « Tu abandonnes. » Ethan serra les poings. « Non, mais tu ne comprends pas. Ce n'est plus une ville, c'est un marécage. Plus tu te débats, plus tu t'enfonces. » Elle lui prit la main, les yeux pleins de larmes. « Je ne peux pas faire grand-chose, mais si un jour quelqu'un te croit, alors j'espère. » Elle n'a pas fini sa phrase. Elle a juste laissé un bout de papier.
Ne les laisse pas te faire taire pour toujours. Cette nuit-là, Ethan s'est assis à côté du lit de sa mère et a écrit une dernière ligne dans le cahier qu'il tenait depuis qu'il était petit. Si quelqu'un trouve ce cahier, sachez que la vérité a existé, et j'ai essayé de m'y accrocher. Il a posé le stylo et a regardé l'horloge. L'aiguille des heures avançait lentement. 3h17. À ce moment précis, on a frappé à la porte. 3 coups, lents, réguliers, froids. Ethan n'a pas bougé. Sa mère dormait toujours. On a de nouveau frappé, plus fort cette fois. Il s'est dirigé vers la porte, s'est tenu derrière la barricade, n'a pas respiré, n'a pas osé regarder par le judas. Personne n'était dehors. Seul un morceau de papier a glissé sous la porte. Nous te laisserons vivre, mais tu resteras silencieux pour toujours. Ethan s'assit juste en face de la porte. Ne pleura pas, ne parla pas. Plus rien à perdre, plus rien à protéger. Il a fermé le cahier, a appuyé sa tête contre le mur et a laissé l'obscurité s'infiltrer lentement, comme si elle n'était jamais vraiment partie. 3 jours se sont écoulés après la dernière menace. L'appartement n'était plus éclairé. L'obscurité ne couvrait pas seulement le plafond, elle engloutissait le cœur d'Ethan. Sa mère n'avait pas complètement repris conscience, n'ouvrant les yeux que brièvement, avant de retomber dans le délire. Les fièvres continuaient, mais l'hôpital refusait toujours de l'admettre. Soins à domicile, ont-ils dit, puis se sont détournés. Ethan a arrêté de consulter ses emails, a cessé d'allumer son ordinateur. Il n'avait qu'une seule tâche chaque jour, s'asseoir à côté de sa mère, lui essuyer le front, lui verser de l'eau salée diluée et attendre. Attendre quelque chose qu'il ne savait même plus comment définir. Le 4e jour, Ethan a essayé de rallumer un téléphone. Il avait secrètement acheté une nouvelle carte SIM à un vendeur ambulant nommé Nick, la seule personne qui lui souriait encore en ville. « Reste discret », a dit Ethan en tendant un billet plié. Nick a fait un clin d'œil. « Je ne sais pas qui tu es, gamin, mais si tu essaies de te cacher, n'utilise pas ton vrai numéro. » Ethan a allumé le téléphone, a inséré la carte SIM, n'a contacté personne, juste pour vérifier quelques petites choses. Il est allé à son ancienne archive vidéo, celle où il avait autrefois téléchargé de courtes vidéos de conversations louches sur le chantier de construction. Message d'erreur. La vidéo enfreint les directives de la communauté, compte suspendu. Il a accédé au cache web, celui qui stockait les anciennes versions. Message d'erreur. Archivé. Page non trouvée. Page supprimée à la demande d'une autorité. Il a tapé son propre nom dans la barre de recherche. Ethan Walker, blog de Riverbend. Aucun résultat, aucun article, pas de photo, même pas un ancien statut, comme s'il n'avait jamais existé en ligne. Il a essayé d'accéder à un ancien forum où quelqu'un avait un jour commenté anonymement « J'ai aussi vu la valise ». Ce compte avait été supprimé. Le message avait disparu. Seul un commentaire d'un utilisateur nommé Veritas789 restait. L'histoire de ce garçon est une fantaisie. Arrêtez de répandre la folie. Il n'y avait pas de valise. Pas de Monsieur John, rien du tout. Ethan laissa tomber le téléphone. Il s'assit contre le mur, fixant la pièce noire. Sa mère gisait immobile, sa respiration rapide et faible. Il se demanda, « Ai-je vraiment vu la valise? Ai-je vraiment vu la main avec la bague en argent? Monsieur John a-t-il vraiment disparu? Ou ai-je vraiment perdu la raison ?» Perdu dans ses pensées, il entendit frapper à la porte. Doux. Très doux. Ethan ne bougea pas. On frappa de nouveau, 3 coups comme avant. Il se leva sans rien porter. Pas d'arme, pas d'explication. Il a ouvert la porte. Une femme étrange se tenait là, cheveux noirs, lunettes de soleil, portant un manteau épais en plein été. « Êtes-vous Ethan Walker ?» demanda-t-elle, la voix basse mais claire. « Oui, je suis un ami de Paul Sanders. Il a reçu votre enveloppe, mais il a été arrêté 3 jours plus tard pour obstruction à la construction au Missouri. » Ethan se figea, puis murmura. « Alors vous êtes… » « Mon nom est Addison, dit-elle. Journaliste indépendante. Je ne travaille pas pour les grands médias. Je suis venu ici parce que je vous crois. » Le cœur d'Ethan battait la chamade. Il recula. « Quel genre de piège est-ce? Savez-vous combien de personnes m'ont trahi? Je n'ai pas besoin que vous me fassiez confiance. J'ai juste besoin que vous me disiez tout, chaque détail, chaque fragment. Et si je peux le vérifier, je le publierai. Pas de flics, pas d'agence gouvernementale, juste moi et vous. »
et la vérité. Ethan était silencieux. Puis, après près d'une minute, il ouvrit la porte plus grand. « Entrez. Mais vous devez promettre que si je disparais, vous raconterez toute l'histoire. Même les parties où j'avais tort, où j'étais faible, où j'avais peur. » Addison a hoché la tête. La promesse d'un journaliste. Pas de pseudonyme. 2 heures plus tard, Addison a quitté l'appartement sombre en emportant une carte dessinée à la main du chantier de construction, 3 pages de témoignages manuscrits, la note de menace tachée de sang et la seule photo survivante découpée dans un vieux dépliant montrant Ryan debout à côté du maire adjoint Steven. Avant de partir, elle a posé une main sur l'épaule d'Ethan. « Tu es toujours en vie. Cela signifie que vous avez déjà gagné la moitié de la bataille. » Ethan a esquissé un léger sourire. « Vous avez tort. Je ne suis pas en vie. Je ne suis juste pas encore mort. » Addison n'a rien dit. Elle s'est retournée et s'est éloignée, laissant le garçon debout là, devant l'appartement sombre, avec sa mère inconsciente derrière lui et un traumatisme gravé dans chaque veine. Cette nuit-là, le téléphone fixe a sonné une dernière fois. Ethan a décroché, les mains tremblantes. « Bonjour. » C'était la même voix, profonde et râpeuse comme du métal grattant du béton. « Tu ne sais pas ce que tu as commencé. Ta mère n'est que le prélude. Si quelqu'un découvre, si ton nom apparaît à nouveau en ligne, le sang ne sera pas seulement un avertissement. » Ethan n'a rien dit. Il a écouté, puis a raccroché. Il s'est approché de la fenêtre, a regardé le fleuve Mississippi, l'endroit où tout a commencé. Il a parlé doucement, juste assez fort pour s'entendre. « Je ne suis qu'un enfant. Mais la vérité ne peut pas rester enterrée dans la boue pour toujours. » Puis il s'est assis, a pris son stylo et a écrit une ligne de plus dans son cahier. Jour 17. J'ai tout dit. Maintenant j'attends. Il a fermé le cahier, a éteint la lumière et s'est adossé au mur dans l'obscurité complète. Pas de rêve, pas de larmes, pas d'espoir, seulement le silence. 3 jours après qu'Addison eut quitté l'appartement sombre d'Ethan, la ville de Riverbend est restée calme, comme si elle n'était pas consciente de la tempête qui se formait tranquillement. Addison était assise dans un petit café près de la vieille église Saint-Michel. Elle portait une veste de voyage, des lunettes de soleil surdimensionnées. Sur la table, une tablette, une tasse de café noir sans sucre et un carnet rempli de gribouillis denses. Un serveur est passé et a chuchoté « Voudriez-vous autre chose ?»« Non, merci. Mais si quelqu'un demande qui je suis, dites que je suis un arpenteur de sites historiques. » Addison a souri. Le serveur, un jeune homme nommé Michael, a hoché la tête rapidement et s'est éloigné, laissant Addison seule dans une petite pièce remplie de tintements d'argenterie et de musique classique douce. Addison a allumé son enregistreur vocal, a mis ses écouteurs. La voix d'Ethan s'est fait entendre. Il s'appelle Ryan. Il connaît le maire adjoint Steven. Il se disputait avec Monsieur John. Il portait une bague en argent. Je l'ai vu moi-même. La main dans la valise. Elle a écouté cette partie 3 fois, puis a écrit dans son carnet, enquête, chantier de construction de Ryan, villa de Ryan, siège de la mairie, Steven. Emplacement du terrain remblayé derrière le hangar B. Témoin. Ethan, 15 ans. Pamela a vu les coups. Monsieur Nick a vendu une carte SIM. Monsieur Daniel, mécanicien, a entendu Ryan menacer Monsieur John. Cet après-midi-là, Addison s'est fait passer pour une photographe de voyage, transportant un vieil appareil photo près du chantier de construction. « Excusez-moi, que faites-vous ici ?» Un garde à la peau tannée avec un tatouage sur le front a demandé. « Je suis une touriste. J'aime photographier les scènes de construction. Elles sont brutes mais pleines d'âme, » a déclaré Addison avec un sourire éclatant et un accent du sud classique. Le garde a regardé son appareil photo, a haussé les épaules. « Soyez prudente. Vous ne devriez pas vous approcher trop près. Je resterai à l'extérieur. Promis. » Addison a fait un clin d'œil puis a levé l'appareil photo ne visant pas l'échafaudage, mais directement la fosse à moitié remplie qu'Ethan avait décrite. Elle a pris 3 photos, zoomées. Quelque chose sortait de la terre comme le fond d'une valise en métal. Ce soir-là, Addison a rencontré Pamela à la vieille boulangerie de Rosie. « Tu es sûr que personne ne t'a suivi ?» a demandé Addison doucement. Pamela hocha la tête, visiblement tendue. « Ils ont menacé de m'expulser si je parle à nouveau à Ethan, mais je ne peux pas me taire. J'ai vu le sang sur ses mains. Je l'ai vu se faire battre sur le chantier. Es-tu prête à enregistrer ton histoire ? J'ai vraiment peur.
Mais si je ne le fais pas, il y aura plus de gens comme Monsieur John. Addison a tendu à Pamela un petit enregistreur vocal. Raconte tout ce que tu as vu, entendu, retenu. Ça n'a pas besoin d'être dans l'ordre. Laisse simplement la vérité couler. Au cours des 3 jours suivants, Addison a réussi à contacter 3 personnes. Monsieur Nick, le vendeur de cartes SIM, a confirmé qu'il avait donné une nouvelle carte SIM à Ethan. Ce garçon ressemblait à un cadavre ambulant. Il ne pouvait pas mentir s'il essayait. Monsieur Daniel, le mécanicien qui avait une fois entendu Ryan menacer Monsieur John, « Cette terre sera mienne. Vous n'avez aucune chance, vieil homme. » Une femme anonyme, ancienne comptable de l'entreprise de Ryan, a envoyé un email à Addison avec un fichier. Le plan d'expulsion comprend un budget pour la gestion des facteurs de risque inattendus. Le PDF portait une seule note manuscrite. Risque JV pris en charge. West Pitt, JV, John Miller. West Pitt, l'endroit exact décrit par Ethan. Claire serra les poings. Les pièces s'assemblaient pour former une image claire. Elle a transféré tous les documents sur un disque dur crypté, l'a sauvegardé à 3 endroits, l'un caché dans sa chambre d'hôtel, l'un envoyé à un service de stockage international et l'un gardé sur elle. Puis elle a commencé à écrire l'article. Ce n'était pas sensationnel, pas de titre dramatique, juste l'histoire d'un enfant abandonné soutenu par de petites mais solides preuves, des photos du site, des enregistrements audio, le témoignage de Pamela et le document PDF. Claire l'a intitulé « Le garçon et la valise enterrée », un secret mortel à Riverbend. Elle a soumis l'article à un site d'information indépendant à New York, un qui n'était pas sous l'influence de groupes locaux. La rédactrice en chef était Lucy Harper, autrefois poursuivie pour avoir révélé un scandale financier au Tennessee, travaillant maintenant à distance. Addison a appelé « Lucy, c'est Addison. J'ai quelque chose d'urgent et de très crédible. Si nous ne le publions pas maintenant, nous n'aurons peut-être pas d'autre chance. » Lucy n'a pas demandé plus. Elle a simplement dit « Envoyez-le dans les 5 minutes. S'il est aussi réel que vous le dites, il sera en première page demain. » Addison a envoyé le lien du document, puis s'est assise immobile et a attendu. 8 heures plus tard, exactement à 7 heures du matin, l'article a été mis en ligne. Histoire en vedette sur la page d'accueil. Le garçon et la valise enterrée. Une enquête indépendante révèle un secret mortel à Riverbend par Addison Martin. Les réseaux sociaux ont explosé. Des milliers de partages dans les 3 premières heures. Le hashtag #BreakJusticeForEthan est devenu tendance. Je n'arrive pas à croire que cela s'est passé dans une petite ville. Un article puissant, émouvant et clair. Ethan est un héros. Ryan est un monstre déguisé. Arrêtez-le maintenant. La police locale a été achetée. Nous exigeons une enquête au niveau du comté. Au département de police de Riverbend, le chef Jack Harris, celui qui s'était autrefois moqué d'Ethan, a claqué sa tasse de café par terre. Bon sang! Qui diable a laissé cette histoire se propager? Un jeune officier nommé Scott a balbutié. Je pense que ça vient de New York, un grand média, et maintenant les médias nationaux s'en emparent. Harris a juré. Mais quand son téléphone a sonné, c'était le bureau d'enquête du comté de Hines. Il n'a pu qu'avaler difficilement. Oui, je coopérerai à l'enquête. Ethan a été réveillé par le bruit de coups urgents. Il s'est traîné jusqu'à la porte. Debout là se tenait Pamela, les yeux brillants. « Tu l'as vu? Voir quoi l'article? Il t'appelle le garçon qui s'est opposé au pouvoir. Tu es en première page. » Ethan se figea. « Tu plaisantes, n'est-ce pas ?» Pamela a sorti son téléphone et lui a montré. L'article était là, son nom en gras et indubitable. Il est tombé sur un siège, sans voix. Ses yeux se sont remplis de larmes. Pour la première fois depuis des mois, il ne pleurait pas de désespoir. Mais parce que quelqu'un l'avait enfin écouté. Cet après-midi-là, les voitures de police du comté de Hines ont envahi Riverbend comme une inondation inversée. À la tête du groupe se trouvait l'inspecteur Bradley Mitchell, connu pour avoir découvert des affaires de corruption dans tout le delta. C'était un homme mince aux cheveux grisonnants qui allait toujours droit au but. Dès qu'il est sorti du véhicule, il a remis un mandat de perquisition au chef de la police Jack Harris. Nous avons des preuves suffisantes pour perquisitionner le chantier de construction de Ryan et l'ensemble des dossiers financiers de son entreprise. Et pas besoin de ça, inspecteur. Harris a balbutié.
Ce ne sont que de fausses nouvelles, a répondu froidement Mitchell. Alors vous n'avez rien à craindre. Au chantier de construction de l'Ouest, où Ethan avait autrefois été battu et s'était caché derrière des tas de briques humides, l'équipe de police scientifique a commencé à excaver une fosse mal recouverte. Après 47 minutes, un cri a éclaté. J'ai trouvé quelque chose. Un grand objet métallique. On dirait une valise. La valise a été sortie d'environ 20 mètres de profondeur. Le sol d'argile rouge était détrempé, mais l'objet à l'intérieur est resté intact. Une vieille valise rouillée, enveloppée de rubans adhésifs marron, exactement comme l'avait décrite Ethan. Quand ils l'ont ouverte, ils ont trouvé un sac en plastique noir hermétiquement fermé. À l'intérieur, une main humaine portant une bague en argent, un morceau de papier décomposé avec un message enroulé. Je me suis opposé à Ryan. Je ne resterai pas silencieux. Pas besoin d'analyse ADN. Tout le monde savait que c'était John Miller, le voisin disparu que personne n'avait cherché. La nouvelle s'est propagée rapidement. Les principaux médias ont repris les gros titres. Un corps retrouvé sous le chantier de construction de Ryan. L'allégation d'Ethan confirmée. Un secret horrible à Riverbend. Un système de dissimulation démasqué. Un journaliste d'une chaîne nationale se tenait en direct devant le site. C'est l'affaire la plus grave dans le Delta au cours de la dernière décennie. Un garçon de 15 ans a été isolé, menacé, et a failli perdre sa mère, tout cela parce qu'il a osé parler. Ryan a été arrêté alors qu'il déjeunait dans un restaurant de luxe à Hines. Il portait un costume blanc, des lunettes de soleil et souriait toujours. « Savez-vous qui je suis ?» a-t-il grogné. « J'ai nourri cette foutue ville. » Mitchell a répondu sans ciller. « Eh bien maintenant, vous nous nourrirez avec votre témoignage. » À côté de Ryan, 2 de ses collaborateurs, le voyou chauve qui a battu Ethan et le directeur financier qui a signé des documents falsifiés, ont également été menottés. Dans le véhicule de police, Ryan a crié une dernière fois. « Vous regretterez tout ça. J'ai des avocats, je reviendrai. » Mitchell a dit tranquillement au chauffeur « Bâillonnez-le pour moi. » À la mairie, le maire adjoint Steven a été suspendu de ses fonctions le même jour. Un mandat d'arrêt était à l'étude après qu'un enregistrement vocal ait été trouvé où on l'entendait dire « Ryan s'est occupé de John. Ne vous inquiétez pas, je garantis que tout est propre. » Dans la salle de réunion, les responsables de la ville étaient assis, la tête baissée, en silence. Ceux qui s'étaient autrefois moqués d'Ethan, qui avait autrefois traité sa mère de fauteur de troubles, se sont maintenant ratatinés comme des marionnettes, effrayées par le vent. Addison est retourné à l'appartement d'Ethan en fin d'après-midi. Il a ouvert la porte, les yeux encore gonflés par le manque de sommeil. Mais cette fois, il y avait quelque chose en eux, une lumière floue, comme un soleil de fin d'hiver. « Tu es venu, dit-il doucement. Je tiens ma parole. Je ne laisserai pas la vérité mourir. » Il hocha la tête. « Tu es la première personne qui ne m'a pas dit de me taire. » Addison a fait un petit sourire. La vérité, Ethan, est comme l'eau d'une rivière. Plus tu essaies de la faire couler, plus elle monte. 2 jours plus tard, une conférence de presse a eu lieu dans l'auditorium de la mairie, quelque chose qui ne s'était jamais produit auparavant. Addison était assise au premier rang. À côté d'elle se trouvait la mère d'Ethan, Madame Helen, visiblement plus mince mais réveillée et faisant l'effort de s'asseoir et d'assister à ce moment. Sur scène, l'inspecteur Mitchell tenait le microphone. « Nous annonçons que Ryan Bennett est poursuivi pour 6 chefs d'accusation, notamment meurtre, dissimulation de cadavres, corruption, intimidation de témoins et obstruction à la justice. Ceux qui sont impliqués dans le système gouvernemental seront tenus entièrement responsables. Et enfin, nous remercions un garçon, celui qui a tout déclenché. Il s'est retourné. Ethan Walker, veuillez monter. » Toute la salle est restée silencieuse. Ethan est monté sur scène. Son cœur battait comme un tambour de guerre, mais la main de sa mère tenant la sienne derrière lui suffisait à le maintenir stable. Il se tenait devant le microphone. Je ne sais pas quoi dire. Il respira. Je voulais juste que les gens m'écoutent. Je voulais juste que si quelqu'un voyait une main dans une valise, on me croit. Je ne suis pas un héros. Je ne suis qu'un enfant. Mais j'ai appris ceci. Si vous ne parlez pas, le mal grandira. Si une personne reste silencieuse, alors une deuxième personne sera enterrée, puis une troisième, et sa voix s'est brisée. Je remercie les gens qui ne se sont pas détournés. Pamela, Monsieur Daniel, Monsieur Nick et Madame Addison.
Il a baissé la tête. Tout l'auditorium s'est levé et a applaudi. Longuement, très longuement. Le lendemain, les journaux ont publié une vague de photos. Ethan debout à côté de sa mère, souriant. Addison lui rendant son vieux carnet. Un gros plan d'une ligne manuscrite en désordre. La vérité ne peut pas rester enfouie dans la boue pour toujours. Madame Helen a été invitée à travailler comme bibliothécaire à la bibliothèque nouvellement ouverte de la ville, où une petite exposition était consacrée au coin d'Ethan, présentant des copies d'articles de journaux, des transcriptions audio et son vieux carnet. Ethan est retourné à l'école. Cette fois, personne n'a osé appeler Ethan, le garçon à la main fantôme. Il est devenu un symbole de courage, non pas parce qu'il n'a jamais eu peur, mais parce qu'il avait tellement peur que ça l'a presque brisé. Pourtant, il n'a jamais reculé. Le dernier soir, avant qu'Addison ne quitte la ville, elle et Ethan se tenaient ensemble au bord du fleuve Mississippi. L'eau scintillait au coucher du soleil. « Tu pars demain ?» a demandé Ethan. « Oui, il y a encore d'autres villes, d'autres histoires. Le regrettez-vous » Addison a regardé l'eau qui coulait et a répondu doucement. « Non, parce que j'ai pu assister à la chose la plus importante. Qu'est-ce que c'était ? Un garçon de 15 ans sauvant toute une ville des ténèbres. » Ils sont restés silencieux un moment. Puis Ethan s'est tourné vers elle avec un léger sourire. « Je ne suis qu'un enfant, mais la vérité ne peut pas rester enfouie dans la boue pour toujours. L'histoire d'Ethan nous apprend que la vérité peut être enterrée, réduite au silence, même traquée. Mais si quelqu'un ose parler, la lumière trouvera toujours un moyen de revenir. » Bien qu'il ne soit qu'un enfant impuissant, Ethan a forcé tout un système à s'incliner. La plus grande leçon est la suivante. Le courage ne vient pas de l'âge, il vient du refus de se taire face au mal. Quand nous nous accrochons à la vérité, même dans la solitude, la justice finira par s'épanouir. Si vous avez apprécié cette histoire, nous vous invitons à lui donner un like et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous motive à continuer à vous proposer des histoires réconfortantes presque tous les jours. Nous vous sommes très reconnaissants de votre soutien. À bientôt. What are we fighting? Oh, Leonine. that's not that bad. Achoo. Oh, it's so good. Let me replay that. Oh, delicious. Oh, he's got the skill build. Good, we're gonna need it. I love seeing that damage. Nice. Very Okay, nice. I need to open my mixer and lower the freaking Elden Ring net rate. That is blasting my ears out loud. I hate that. Oh, it's so much better. My goodness. It's freaking stuck in my head, Dab. Keep threat Kumai. Ah! It's so bad. So creepy. It's just a dude in a doctor's coat poking a freaking gummy rat with his scalpel. Scalpel, yeah, it's like surgical equipment. Goofy. Alright, where's our invader? Hey, look, it's Egg. Yo. Oh. I guess we're partying down there. Oh! He deflected me! Look out. Look out. Oh! Oh! He moved out of a backstab and then hit me from behind. Oh my. He's cheesing, dude. He's cheesing. What kind? Mozzarella? Sure. Actually, I don't mind mozzarella. Pretty good. So I don't like brie. I don't know how many people like brie, but I don't like brie. I'm sorry. It's okay. Actually, I like most things. I'm not very that like
Not picky at all. I don't know. Something about the breed just does not sit right with me. I think I'm just like a creature. Most foods I just eat by themselves, and it's like, oh, this is delicious. And my friends are like, ew, what the hell? Oh, what you got? What you got? Oh, I'll take that. There's people that I know that freaking hate pickles, and I know they hate pickles. I know people that hate olives. I know people that hate chocolate ice cream and cake. Gree hates olives. Oh, Yeah, not an olive enjoyer. what about chocolate cake or ice cream? I like both. Chrissy doesn't like ice cream. I think she'll still eat it though. It's not like I'm not gonna touch this at all. Oh, it's Revy. Let's go. Come here for your nightly kisses. Oh, that's so good. The power of love will defeat you. Oh, Oh. never mind. The power of large beast wielding a giant blade. Let's go. Easy. Oh, that's really good. I takes. Yo, I got the wog. I got the rivers. Fire damage on the fire boss. Mm-hmm. And if he's ever dark, it powers him up. Yep. But if we just melt everything before that and then get a goodie, we'll be fine. Go. Easy Good night, peasy. Neil. For you. Never mind, Alice doesn't want it. Alice, take it. Non-GMO. Fun. You should have taken it. Stomp. Oh! Stomp. Stomp. Who doesn't like ice cream? Dude, I freaking love ice cream. In smaller portions. If I have too much, it starts to freaking hurt. My jaw just hates it. But those like first few bites, delicious. Ooh. I'm so short he couldn't kill me. Oh, he stepped on my toe. Dude, that always has me thinking of like the freaking dude who beat Hellster by stepping on his toes. Yep. That was freaking insane. That was a 4-hour fight. Yeah. That and cheese. Yeah, cheese goes hard. I think it's because I'm American and like we don't try any cheese other than like the fake plastic cheese. But like I don't like many other cheeses. What about blue? No, it's No. kind of nasty to me. I love it. It's so good to me. I don't know why. I love us all using katanas on this guy. Pretty cool. I want to use my cool one, but I don't want to be like leaving everyone out. So I'm here. Oh, that's my face. Oh, no. Oh my goodness. He almost got nabbered too. Dab, you're up. Oh, sorry. Thank you. Here you go.
Yo, I'm on the. But no, I can't take that. No, I'm not doing rot. I ain't doing it this time. That was a really bad idea last time. I freaking died to it. Do you know if Family Heads has like, what's it called? Faith scaling. I feel like it would. I think it's last time I checked it was int, if I remember. Well, it's a ranker call, so Yeah. it should be Should be Dex faith in. Yeah. We'll check the damage. Hold on, damage check. Whack this poor monkey with a bunch of skulls. 155 versus my little katana. Well, I just backstabbed that poor monkey, so never mind. That's pretty good. Whew. That was a tanky boy. Did you just see What? Blood Ansper Rapier with Seppuku? Ooh. He just got that. That's pretty good. That's pretty freaking insane, dude. Holy. Mm-hmm. Yo, Alice knows the cool rollout, dude, for top boss. Yeah. Oh! You just kicked me in the head! I'm telling. Good night. You go tell Egg. Yo, you took the long way around. Yeah, because you kicked me in the head! Yo, where's that lava shot going? He's just zoning, don't worry about it. Oh. Yeah. Get him, Alice. Yeah, let's go. Oh, it's right there. Hurry. We gotta go. I don't think we got time. I think we got it. I think we got it. Just a little more. Let's go.